Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, très heureuse de vous compter parmi nous, parmi les passionnés de montagne, de découverte en cet été qui s'annonce tellement vivant dans nos régions. Avec Ski Chrono toujours et son rédacteur en chef Laurent Davier. Bienvenue Laurent. Bonjour à toutes. Ça va ? À tous. Ça va très bien. On commence à prendre des couleurs. Hein. C'est vrai. L'été est là. Et Esprit Montagne, ce sont toutes les montagnes, c'est le mag de l'attractivité par excellence dans les stations de tous les départements. Mais ici, dans le bassin grenoblois, on est chauvin, on est fiers de notre territoire et de nos massifs. Et on est heureux d'accueillir le patron de l'attractivité en Isère, Christophe Susilot. Bienvenue. Bonjour Lucille. Ravi de vous accueillir, vice-président du département de l'Isère en charge du tourisme et de l'attractivité, président donc d'Isère Attractivité, qui est une agence qui fait rayonner nos beaux atours. Alors on est chauvin, mais pas que, on aime aussi nos voisins, heureusement, surtout quand ils fêtent leur anniversaire. Le parc de la Vanoise a 60 ans, joyeux anniversaire Samuel Cadeau. Merci, bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur adjoint du parc et responsable du pôle valorisation et communication. On y est là. Ah là, c'est votre examen, attention. Allez, vous allez tout nous dire dans un petit instant. Alors d'abord, le contexte. Laurent, on va se faire quelques repères du côté de nos athlètes, de ceux qui valorisent aussi la montagne par leurs performances et leurs exploits. Où est-ce qu'on en est dans les préparations de cette saison ? Alors là, les athlètes ont pris leur quartier d'été, mais en hauteur, sur les glaciers. Donc les athlètes transpirent, les glaciers un petit peu aussi, parce que la période caniculaire les a pas arrangés. Donc on a les fondeurs qui sont actuellement sur la Grande Motte à Tignes, pas très loin du parc de la Vanoise. À chacun sa grande motte, voilà. Finalement. Les fondeurs sont là-haut à Tignes. Et donc, voilà, avec Richard Jouve, qui est désormais le leader du ski de fond français. On a d'autres qui sont sur le glacier des Deux Alpes. Donc, on a les ski crosseurs et ceux qui font du border cross. C'est là où se déroulera l'ouverture de la Coupe du Monde en octobre et début novembre pour ces deux circuits-là. Et on a aussi les alpins qui sont actuellement aux Deux Alpes pour commencer leur préparation sur la neige. Voilà. Oui. Est-ce que, justement, les Deux Alpes, l'équipe de France, est-ce que c'est un vecteur, en fait, aussi de l'attractivité de notre glacier ? C'est un gage de légitimité aussi, de crédibilité ? On est très fiers d'accueillir ces équipes de France dans différentes spécialités. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, sur des Coupes du Monde, on va démarrer la saison, donc fin octobre, début novembre, mais également aussi avec les Bosses en décembre pour répéter, en fait, cette opération qui a déjà eu lieu en décembre 2021. Donc c'est une vraie fierté de lancer notre beau territoire qui a vraiment de belles vertus et de rappeler que les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez sont en Isère. Oui, c'est un joli porte-drapeau, cette équipe de France, pour la valorisation de notre territoire. Un bien beau glacier aussi qui, effectivement, a très chaud. Toujours dans le domaine sportif, les championnats du monde de ski alpin qui auront lieu en Savoie en 2023, du 6 au 19 février, Courchevel-Méribel, vont lancer l'ouverture de la billetterie à partir du 15 juillet. Voilà. Très bien. Toutes les infos ski, on les retrouve bien évidemment avec dans le beau sourire, le beau sourire de 100% Quentin Fillon-Maillet, un numéro très, très biathlon consacré au nouveau leader de la discipline. Voilà. Merci beaucoup Laurent Davier. Toute l'attractivité de notre territoire, on en parle tout de suite, c'est le focus de la semaine. Avec donc Christophe Susilot qui est délégué au tourisme. C'est quand même un bien vaste domaine ici sur notre territoire, tellement les atours de l'Isère sont très vastes et très, très diversifiés, peut-être même comme aucun département ici en France. Je crois, c'est une magnifique délégation. J'ai tendance à dire souvent qu'on rend les gens heureux quand on parle de notre territoire et qu'on a réalisé il y a quelque temps une conférence de presse à Paris avec vos collègues journalistes, de parler de nos 4 massifs, de nos 22 stations, de parler de tous nos atouts touristiques. Et ils sont nombreux, nos musées départementaux, il y en a 11 pour l'instant, ils sont tous gratuits. Donc ça, c'est exceptionnel, on apporte en fait ce bonheur au quotidien. Et l'agence d'attractivité a ce rôle d'embarquer justement ces touristes, nos populations locales iséroises,
pour qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs. Mais on aura le temps peut-être de détailler tout à l'heure. Bien sûr, mais quand on parle de l'attractivité en Isère, la montagne est forcément est très fortement présente. Il faut bien sûr jouer là-dessus, mais l'Isère, c'est la montagne, ce sont les lacs, c'est un pôle culturel, c'est la ruralité, c'est des grandes villes, c'est un petit peu tout ça à la fois. C'est presque une France en... C'est une petite France. Voilà, c'est ce que je dis assez régulièrement avec ces lacs, et on aura, je pense, aussi une réflexion dans ce mandat avec aussi un accompagnement pour nos lacs, parce que ce sont des points de fraîcheur qui sont convoités. On le voit bien avec cette canicule actuellement. Et l'Isère, avec ses montagnes et ses massifs, nous propose justement d'avoir en fait un tourisme de montagne important. 60% des nuitées sont sur la montagne. Et aujourd'hui aussi, la saison se fait à peu près à hauteur de 60% en saison hivernale. Donc le tourisme en Isère, c'est à peu près 20 000 emplois directs. Donc c'est relativement important. Sachez qu'en Isère, il y a à peu près 500 000 emplois. Donc ça représente quand même un pan important de notre économie, je tiens à le souligner, parce que ça fait vivre de nombreux acteurs. Oui, et puis c'est vrai que quels que soient les spots touristiques, quelles que soient les activités, il y a toujours une montagne au loin. C'est comme au bout de chaque rue à Grenoble. La montagne est extrêmement présente, quelles que soient les activités, qu'elles soient nautiques, qu'elles soient campagnardes, qu'elles soient montagnardes, qu'elles soient Elle est perceptible dès qu'on prend le TGV et qu'on arrive. Elle est perceptible dès qu'on arrive au début de ce Y grenoblois. Je voulais juste revenir sur la répartition entre l'été et l'hiver. Est-ce que vous voyez une progression sur l'été ? Absolument. Effectivement, doucement l'été prend de la place parce qu'on avait ce qu'on appelait des ailes de saison qui sont maintenant aujourd'hui un peu moins des ailes de saison. On a aussi, on le sait depuis 2 ans après cette crise sanitaire, de nouvelles pratiques professionnelles avec le télétravail qui autorisent la population à avoir des vendredis ou des lundis de pause, ce qui nous permet d'augmenter aussi nos fréquentations en court séjour. Et les courts séjours, en moyenne, sont de 3 ou 4 jours. Et je crois que la destination Isère offre beaucoup de possibilités de lieux de ressourcement avec ces courts séjours. Alors, avant de parler d'Isère Attractivité, est-ce que l'Isère sait se mettre en valeur en France ? Est-ce que c'est une destination, les Français et les étrangers vont y penser d'emblée ? Est-ce qu'ils l'identifient bien, cette Isère, par rapport à notre cousine savoyarde et à sa très forte identité ? Alors, je pense qu'effectivement, on avait un déficit d'image. Donc la crise, cette crise sanitaire avec ce temps de pause nous a permis justement de proposer de ces espaces naturels à nous tous, à chacun d'entre nous. Et ces espaces ont été convoités, les gens reviennent, il y a des retrouvailles. On a vu que la saison d'été 2021 était exceptionnelle. L'hiver 2021-22 a été aussi exceptionnel en Isère. La géographie du territoire, ce département qui est le 2e en termes de superficie en Auvergne-Rhône-Alpes, propose tellement d'atouts que les gens aujourd'hui y viennent. Et je pense qu'avec cette crise dans laquelle on vient de rentrer, avec une inflation qui progresse hélas, notre territoire propose des niveaux d'hébergement, des niveaux de prestations adaptés en termes de tarification. Et ça devient aujourd'hui un atout. Je crois qu'on saura en profiter. Ça, c'est un atout. En revanche, l'image à la fois, le département, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore assez connu ? Est-ce qu'on identifie, d'où Alpes-Isère aussi ? Donc forcément, exactement. On a logoté, on a essayé de poser vraiment une empreinte vers cette image. Ça a commencé par ça ? Oui, c'est ça. On a créé cette marque il y a maintenant 5 ans, Alpes-Isère, cette marque territoriale qui a été déclinée avec une deuxième marque, Isère, Isir pour certains. Cette marque du pôle agroalimentaire qui a permis de développer tous ces produits de territoire, de petits producteurs, pour mettre au centre une juste rémunération de nos producteurs. Sachez qu'aujourd'hui, il y a environ 150 producteurs pour plus de 1200 produits. Et on continue, et chaque fois que je me déplace sur le territoire, tout le monde va avoir son corner de produits Isère. La preuve, cette boutique au village des Marques, à Villefontaine, qui a été ouverte en fin d'année et qui marche très bien et qui assure la promotion du territoire. Donc ce sont tous ces marqueurs qu'on est en train de décliner. Et vous le savez, on aura d'autres sujets justement en fin d'année avec le MOF Cuisine qui sera en Isère, qui viendra marquer notre territoire sur un nouveau chapitre du territoire isérois. C'est vrai que la gastronomie fait partie, c'est un emblème et c'est vraiment ça attire les touristes et c'est aussi là qu'on avait une belle marge de progression alors. Donc on par progresse. Rapport au jambon de Bayonne, par rapport à la culture bretonne, par rapport à l'Alsace, là nous on a aussi ça. La Savoie encore, bien évidemment, on en parle, mais il y avait vraiment quelque chose à faire avec, on les cite, la Chartreuse. Et puis il y a cette position Grenoble, géographique qui est stratégique entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Vous êtes en fait, j'allais dire, territoire de transit. On s'en aperçoit dans la lumière quand on va aux Deux Alpes ou à l'Alpe d'Huez. C'est pas la même lumière que quand on est à Tignes. On est déjà un peu vers le sud et c'est vrai que ça c'est un atout pour la clientèle touristique parce que ça
l'ambiance change. On reste en montagne, mais dans une ambiance qui est un petit peu plus, j'allais dire, un peu plus lumineuse. Et ça change tout quand on fait du ski ou quand on se balade, j'allais dire, en randonnée. Donc il y a tout ça, comme on le disait, c'est la mini-France. Et c'est la mini-France, et puis on a un patrimoine qui est exceptionnel. L'Isère, c'est le Dauphiné, avec tout ce qu'on peut connaître. Donc en proximité, sur une journée de ski, on peut très bien le lendemain descendre en plaine et avoir des activités avec sa petite famille. Et forcément beaucoup d'activités de montagne, bien sûr. On peut reparler d'Isère Attractivité. Sa mission, c'est tout ça, c'est de promouvoir tout ce qu'on voit ici. Vraiment, avec des missions qui étaient bien ciblées. L'objectif, c'était de mieux coordonner le message. C'est ça, c'est-à-dire que dans le cadre de cette grande promotion du territoire, on a aussi pour objectif quand même d'assurer un bien-vivre pour nos Isérois et nos Iséroises sur le territoire. Ça, c'est important. Donc on cherche justement à travailler aussi sur la surfréquentation. Il faut quand même chercher d'avoir des voies de délestage. On parlait des lacs tout à l'heure. Bah oui, parfois, il y a surfréquentation avec des conflits d'usage. Donc, il faut qu'on traite. Donc, ça, c'est un sujet qui est dessus. Donc, l'agence a aussi, en fait, ce rôle d'observatoire, de fournir des données à tous les acteurs du tourisme. Et on est aussi en soutien de ces acteurs du tourisme pour leur donner les moyens de consolider leur filière. Donc, nous sommes aussi des catalyseurs. Nous allons d'ailleurs animer en septembre prochain les rencontres de l'attractivité. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans. On aura à peu près 400 personnes. On a travaillé déjà avec les équipes justement sur une nouvelle feuille de route qui va être travaillée en exécutif dès lundi prochain. Ça, c'est important de vous le dire, avec justement la prise en compte de certaines évolutions depuis les 2 dernières années. Et ça, c'est important d'être très agile. Comment s'annonce l'été 2022 en Isère? Vous avez déjà des chiffres de réservation, de fréquentation? Absolument. Il y a vraiment cette proximité, cette nature qui est très demandée. Par exemple, les gîtes de France ont des taux de réservation sur les grosses semaines du mois de juillet et du mois d'août déjà à peu près à 80%. Parce que c'est des lieux de retrouvailles et de partage. Donc globalement, nous pensons que nous ferons une belle saison, après une belle saison 2021. Donc on a de belles ambitions. Les acteurs ont fait beaucoup de travail depuis 2 ans. Les logements sont en train aussi parfois d'être reconfigurés. On a installé depuis l'automne dernier un carnet d'inspiration pour donner des éléments de langage, pour équiper en fonction du lieu de vie en Isère un aménagement adapté sur des lieux. Je ferai petite référence par exemple à une peinture qui est notoire en Isère, qui est le bleu guillemet, qui est dans ce carnet d'inspiration qu'on trouve très souvent sur des territoires dans le Nord-Isère, du côté de la Bièvre, et qui est un marqueur qu'il faut qu'on tienne. Donc l'idée, c'est de proposer à ces touristes qui viennent de régions parisiennes, d'Occitanie, du sud de la France, mais bien sûr des touristes étrangers, du Benelux, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie ou d'Espagne, des éléments de langage et de territoire pour montrer cette identité emblématique iséroise. Et tout ça, c'est important. Et on parlait de plan identitaire, de culture. C'est essentiel. Donc il faut coordonner ces moments de retrouvailles pour qu'on puisse avoir une vraie continuité. Là, on est à fond dans la culture identitaire avec Ponton-en-Rayon qui est aussi... Là, il y a tout. Il y a l'eau, la fraîcheur, la montagne. On est au contrefort du Vercors. On n'est pas loin de Villard-de-Lans. On n'est pas loin de la Drôme aussi, finalement. Donc, elle est là, voilà, l'Isère. Donc, l'eau et la fraîcheur plutôt à accentuer cet été qui s'annonce très chaud quand même. Absolument. Après une semaine difficile au mois de mai, là, on répète le geste sur ce mois de juin. Et donc voilà, d'où l'ambition de l'exécutif de travailler aussi sur un aménagement de plan lac et puis aussi de proposer des zones d'aménagement sur les montagnes avec des points de fraîcheur, c'est essentiel. L'événement phare de l'été, ça sera le retour du Tour de France à l'Alpe d'Huez, les 21 virages. J'imagine que vous allez profiter de cette fenêtre aussi pour montrer toute l'attractivité de la montagne iséroise. Absolument, on sera présent bien sûr le 14 à l'arrivée à l'Alpe d'Huez, mais également le 15, parce qu'on a ce village étape de Bourdoisan qui va porter ce départ où on aura beaucoup d'animations et Isère Attractivité sera présent pour présenter notamment les produits du territoire. Est-ce qu'il existe une plus belle vitrine que le Tour de France? Elle est exceptionnelle parce qu'elle sur l'international. Parce qu'elle est sur un mois de l'année, le mois de juillet, où on est sur une période un peu de vacances. Donc les gens sont très attachés à ce Tour de France. Et on le sait, il y a 2 ans, on avait une épreuve qui était prévue en Isère qui a dû se décaler sur le mois de septembre. Le mois de juillet reste le mois de juillet pour ce type d'événement. Donc voilà, on est très heureux et je pense que toutes les conditions sont remplies. Puis on est très fiers aussi, vraiment le grand, il y a aussi le Ventoux, la Savoie aussi, mais l'Alpe d'Huez,
c'est vraiment l'étape, c'est le myte du Tour de France. Surtout un 14 juillet. Et surtout un 14 juillet, voilà. C'est ça, c'est que ça va célèbre. batailler dans Et- l'ascension pour... les Français ont à cœur de briller. Oui. Euh, On y vient de très loin, C'est vrai. on y vient très très en force quand on vient des Pays-Bas. les Hollandais, le virage des Hollandais. Forcément, ouais, le village tout orange, qui est le virage Je ne sais plus le numéro, Christophe le sait 13, peut-être. je crois. Je suis pas sûre. Avec virage 7. Virage 7. Ouais, 7. Ah oui, Ouais, virage c'est 7. le 7. C'est une expérience, ça c'est à vivre. Il faut y aller absolument. Mais certains sont probablement déjà là, d'ailleurs. Avec les camping-cars, il faut trouver sa place. Voilà, c'est pas qu'une niche pour ceux qui aiment le vélo. Le Tour de France à l'Alpe d'Huez, c'est vraiment Et à puis, vivre. il y a quelques temps, il y a eu aussi l'Alpe d'Huez, où il y a eu 6000 Hollandais qui étaient là, qui a lancé la saison. On voit, il y a tout un tas d'événements. Donc on est sur une année où finalement toutes ces activités, le sport, les festivals reprennent leurs droits en Isère, et ça c'est important. Donc il y a une belle intensité. Et vous avez lancé aussi l'initiative des échappées iséroises, Oui. qui permettent à des amateurs de rouler sur des cols fermés. Des parcours sécurisés sur des moments, c'est ce qui se passe en Oisan. Ça a été recherché parce que effectivement c'est un endroit qui est magique avec ses routes sublimes et il faut vraiment les utiliser. D'ailleurs, il y aura l'Alpe d'Huez le 9 août, avis aux amateurs. En matinée, la route sera fermée sur les 21 virages. Et il y a le col de la Croix de Fer le 9 juillet, je crois, par le versant isérois. Voilà. Ah, absolument. Est-ce qu'en termes aussi de diversité d'offres touristiques, on en parlait il y a quelques instants, on sait que le Petit Train de la Mure avait rouvert l'an dernier, qui est vraiment aussi une fierté nationale, d'ailleurs, cet équipement qui a rouvert. Est-ce que aujourd'hui, on peut encore diversifier vraiment cette offre touristique et renforcer vraiment le message de cette diversité en Isère? Oui, je pense que chaque massif, chaque sous-territoire en Isère, sachez qu'il y en a 18. Je les ai tous visités, il y a de nombreux projets. Je pense notamment à l'itinérance. Ça, c'est un sujet qui est vraiment nécessaire aujourd'hui, avec des véloroutes. Je fais référence, bien sûr, à deux voies principales que sont la Via Rona et la Belle Via. Je peux le dire officiellement maintenant, parce que ce nom a été déposé à l'ENPI, et on peut en parler depuis le 16 juin, qui vient succéder à la V63. Donc cette Belle Via part d'Annecy et va jusque dans la Drôme, sur plus de 200 km, et les 2 tiers sont en Isère. Donc le département est en train de travailler sur des structurants, des points d'étape, des points pour justement de recharge, et des points touristiques qui permettent d'aller d'un massif à l'autre. Quand on passe en Isère, d'un côté il y a Beldonne, de l'autre côté il y a la Chartreuse. Ça c'est important. Et d'aller justement jusqu'à Pont-sur-Isère, en passant par le sud Grésivaudan. La Via Rona, sur 800 km, qui part du lac Clément et qui va jusqu'en Méditerranée, et qui passe en Isère sur 80 km, qui vient se raccorder à ce niveau-là. On a des départs aussi de chemin d'itinérance. Saint-Jacques-de-Compostelle, avec un départ de Vienne, mais également aussi le pas des Huguenots. Après, justement, l'édit de Nantes, les protestants ont souhaité quitter le royaume de France pour partir sur d'autres contrées. Et donc, il y a tout un chemin d'itinérance qui est installé. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'embarquer nos populations de proximité, nos touristes, sur ces nouvelles expériences. Donc, croiser les richesses naturelles, la culture et l'histoire, et surtout avec le moyen de les visiter. Avec surtout, on en parlait du vélo, et le vélo à assistance électrique qui est aujourd'hui justement l'accent, qui est le vecteur sur lequel aujourd'hui on peut mettre l'accent. Nous avons un plan important à Isère. On est d'ailleurs Isère Attractivité et sponsor depuis maintenant 1 an des Assises nationales du vélo assistance électrique. Donc c'est une vraie volonté et on continuera à travailler sur des structurants. On a décidé un plan mobilité qui viendra accompagner justement des modes doux. On a un plan de 20 millions d'euros qui va être engagé, qui est relativement important. Donc voilà, donc il y a vraiment une volonté politique de mettre en place les structurants et d'avoir une offre en parallèle, d'où notre soutien à tous les acteurs du tourisme en Isère. Avec, si vous êtes perdu, Isère Outdoor. Et là, il y a tout. Les itinéraires à vélo, à pied, en montagne, pour tous les niveaux, pour les enfants. C'est tout ici, c'est une appli géniale. Voilà, petit coup de pub. Et puis je voulais dire un mot sur l'escalade aussi, puisque l'Isère va accueillir à l'automne le salon de l'escalade, qui est aussi une discipline en pleine j'allais dire extension. Donc ça veut dire que vraiment on peut tout faire, et on sera sur ce salon. J'allais dire, on connaîtra toutes les nouveautés, et c'est une nouvelle dynamique aussi pour le département. Voilà. Pour le département, on le dit toujours, les Alpes, ce n'est pas de la concurrence, c'est de la complémentarité. Exactement, et j'ai tendance à dire aussi l'Isère, c'est une mosaïque avec des styles.
L'Isère a du style d'ailleurs, c'est le thème du magazine d'Isère Attractivité, hein, justement, avec tous les trésors culturels, architecturaux et historiques. Donc le patrimoine mis en valeur, c'est ce magazine qu'on retrouve 2 fois par an, d'ailleurs, une fois en hiver et une fois en été. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on vient de la Vanoise, qui a vraiment un cachet absolument particulier, une identité qui est très singulière? Qu'est-ce que ça vous inspire justement, toute cette diversité iséroise? Comment vous la voyez? Oui, effectivement, l'Isère a beaucoup de qualités, avec beaucoup de diversité de paysages également et de milieux. Et effectivement, on retrouve à la fois des zones très agglomérées, puis des zones très naturelles, voilà, et également protégées. Donc voilà, c'est une belle mosaïque, l'Isère. Et le parc de la Vanoise est aussi, dans son style, un monument du patrimoine français de la nature. Depuis 60 ans maintenant, c'est officiel, puisque ça l'est depuis la nuit des temps. Mais il y a 60 ans, a été créé le parc national de la Vanoise, où eh bien justement, vous êtes venu ici à cette occasion-là pour fêter cet anniversaire qui s'appelle 60 ans Vanoise au cœur. Tout à fait. Pourquoi ? En fait, donc le parc aura 60 ans exactement en 2023, le 6 juillet. Mais quelque part, aujourd'hui, on lance la préparation des festivités. Et on souhaite que tout le territoire s'associe à nous pour le lancer. C'est la 60e année, comme on dit, c'est ça, cette année-là. Tout à fait. Et du coup, effectivement, nos prédécesseurs, dès 1960, ont lancé une loi cadre pour lancer des parcs nationaux. Et le parc de la Vanoise est quelque part le doyen de ces parcs. Donc, 60 ans l'année prochaine, ça a beaucoup de sens pour nous, puisque voilà, on a 60 ans de construction de ce parc avec le territoire. Et voilà, on souhaite lancer une nouvelle étape pour ce parc national. Si on fait un peu d'histoire, il faut se remettre dans le contexte. Les années 60, la France était dans les 30 glorieuses. On aménageait quand même beaucoup. Il y allait avoir le plan neige pour les stations. Et on a quand même été assez visionnaire de penser à protéger des espaces comme le parc de la Vanoise. Si vous deviez faire une petite carte postale de ce parc, comment... Alors, le parc national de la Vanoise, il est situé en Savoie, entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne. Et du coup, dans des altitudes entre 500 mètres et 3855 mètres, la Grande Casse, le sommet emblématique de la Vanoise, ce qui lui donne aussi beaucoup de diversité dans sa biodiversité, parce qu'on a différentes orientations, différentes géologies, différentes altitudes, ce qui fait qu'on a un terroir de richesse de biodiversité grâce à l'ensemble de ces caractéristiques. Et donc, on est étendu sur 25 communes, sur une superficie pour le cœur de parc, la zone vraiment réglementée, qui est à peu près équivalente à celle de la métropole de Grenoble. Voilà, effectivement, à proximité de domaines skiables de renommée mondiale, ce qui fait qu'effectivement, on a déjà une attractivité existante l'hiver, et le parc national, lui, est un label pour l'attractivité estivale et des ailes de saison. Donc, on est vraiment, effectivement, sur un territoire reconnu au niveau national, même international. 600 km de sentiers, 16 refuges, je crois, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. 16 refuges en propriété du parc, mais une cinquantaine au total, y compris ceux de la Fédération française des clubs alpins. Justement, comment on gère ce paradoxe qui est l'attractivité pour faire venir des touristes et cette protection qui est importante puisque c'est marqué sur le parc de la Vanoise, c'est marqué dessus. C'est dans l'essence même des parcs nationaux, hein, de concilier les enjeux de protection de la biodiversité, déjà de mieux la connaître pour mieux la protéger, et les enjeux d'accueil, puisqu'effectivement ce label est aussi un facteur d'attractivité. Et donc en fait, on souhaite, on accueille avec grand plaisir les visiteurs. D'ailleurs, notre positionnement, c'est la haute montagne à visage humain. C'est bien à la fois par rapport aux acteurs qui existent sur le territoire, qui y travaillent, et également aux visiteurs qui sont les bienvenus. Alors peut-être dans un espace protégé, peut-être plus comme des invités discrets, et auxquels on souhaite apprendre des choses, faire découvrir ce territoire, pourquoi il est protégé, les sensibiliser, pour qu'ensuite ils deviennent ambassadeurs finalement de cette protection, et quand ils retournent dans leur territoire, qu'ils en parlent autour d'eux, et donc le rayonnement effectivement dans ce cadre-là du parc national et au moins sur toutes les Alpes du Nord, voire plus, parce qu'on a des visiteurs qui viennent de très loin. Est-ce qu'après la période Covid, les confinements, on a vu qu'il y avait un besoin de nature,
d'espace. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être eu une clientèle un peu plus importante, un peu nouvelle. Comment s'est passé, j'allais dire, cette cohabitation avec cette nouvelle clientèle? Il a fallu l'accompagner, il y a eu des excès ou pas? Alors, pas d'excès identifié. On a sûrement effectivement suivi parce qu'effectivement il y a une augmentation de la fréquentation et puis effectivement des primo-accédants qui découvraient la montagne pour des besoins de ressourcement suite à cette période difficile. Et donc des personnes qui sont aussi curieuses de savoir ce qu'est ce territoire et pourquoi il a été créé et quels sont les enjeux. Donc voilà, nos équipes sont là pour les accompagner, pour les sensibiliser. Et donc en fait ça s'est plutôt bien passé et donc voilà on souhaite encore pouvoir accueillir ces primo-accédants qui ont besoin effectivement de découvrir les codes de la montagne pour bien s'y comporter et pour en profiter au maximum. Est-ce que la demande a changé justement depuis cette crise sanitaire? Est-ce qu'on voyait une évolution par rapport à ce besoin d'une autre consommation entre guillemets de la montagne? Il y a encore plus de primo-accidents et de personnes qui ne viennent pas forcément faire de l'alpinisme. À l'origine, le parc, c'était un territoire d'alpinisme. Les refuges ont été créés pour ça, comme poste d'avant-garde pour aller encore plus haut. Aujourd'hui, beaucoup de visiteurs viennent en refuge pour découvrir ce qu'est un refuge, y passer une nuit en haute montagne dans un site isolé, autonome, ou alors juste pour une randonnée à la journée, pour aller manger les produits du terroir et ensuite passer une journée à la fraîche, je dirais, puisque effectivement, on a des périodes quand même de canicule importantes qui font que les personnes ont envie d'aller en altitude et notre cœur de parc il est au-dessus de 2000 mètres donc on est vraiment une zone propice et on s'attend à ce qu'il y en ait de plus en plus de visiteurs dans ce cadre-là. Combien de personnes ça représente le parc de la Vanoise L'établissement public c'est 70 permanents et une trentaine de saisonniers qui reviennent tous les étés pour nous renforcer. Ça vous inspire ça, Christophe Suzil? Ça m'inspire. Je notais le nombre de kilomètres de chemin de randonnée ou de sentiers. En Isère on en a 9000. Donc ça m'inspire. On a parlé aussi, bien sûr, de petits plaisirs, d'art de la table. Ça, c'est important, ça m'inspire. Donc, quelque part, forcément, tout cela a conduit notre feuille de route en Isère, à l'agence d'attractivité, pour être en ligne avec ce nouveau besoin de nos consommateurs. C'est important. Oui, et oui. Non, je voulais dire qu'en 2016, il y avait eu des petites tensions lors de la nouvelle charte du parc entre les communes et le parc. Les choses se sont pacifiées, le dialogue a pu continuer. Ah oui, le dialogue est clairement reconstruit. On a eu encore en mois de mai un séminaire qu'on appelle Envie de Vanoise avec l'ensemble des acteurs du territoire pour rédiger ensemble la feuille de route des 5 prochaines années. Alors, des tensions par rapport à quoi? Parce que le grand public par rapport aux règles qui étaient dictées et au fait d'être en périphérie du parc, il y a toujours eu une cohabitation qui demande du dialogue et de temps en temps il y avait plus ou moins de tensions sur ce qu'on pouvait y faire ou pas. C'était Effectivement, je pense que c'est beaucoup lié à des incompréhensions mutuelles. Le parc, historiquement, il a peut-être été perçu comme trop tourné vers lui-même. Et désormais, depuis plusieurs années, on travaille à être un acteur parmi d'autres du territoire et à travailler ensemble. Et ce travail porte ses fruits. Et désormais, les choses sont dites en direct. Et on prépare ensemble. Et du coup, ça nous permet d'avancer ensemble, à chacun avec ses objectifs précis. Les nôtres sont de protéger, mais d'accueillir aussi, d'accompagner le territoire, de développer la connaissance scientifique aussi de ces milieux particuliers, par exemple pour témoigner du changement climatique quand même qui est manifeste en haute montagne. Et la perception justement de tout ce qu'on appelle l'éco-responsabilité qui a augmenté depuis quelques années, on a besoin, ça vous aide pour faire passer ces messages? Tout à fait, ça nous facilite la perception du public sur ces enjeux et donc ça nous permet d'aller un peu plus loin avec eux pour ça attise leur curiosité et on peut leur montrer directement grâce à des longues vues, leur voir un e-gypaète, donc ça leur matérialise les choses qu'ils ont pu entendre soit à l'école, soit dans les médias et du coup ils s'en rendent compte par eux-mêmes et ils en sont ensuite d'autant plus ambassadeurs de la protection de cette biodiversité. Et comment est-ce qu'on renforce l'accompagnement par rapport à cette communication, la communication pour les jeunes générations, pour l'accompagnement aussi du parc de la Vanoise par rapport aux touristes qui, eux, par contre, ne sont pas sensibilisés à cette notion de l'éco-responsabilité? Alors, l'établissement, chaque année, met en place
entre 200 et 300 animations pour le grand public, pour justement lui faire découvrir les richesses et le sensibiliser. Donc ça lui permet, lorsqu'il est en visite sur le territoire de la Vanoise, de découvrir et de se rendre compte par lui-même des enjeux actuels. Et on a également une action auprès des scolaires, et chaque année on a à peu près 2000 scolaires qui sont suivis par nos collègues du parc pour effectivement leur apprendre l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et voilà, et l'objectif désormais c'est de démultiplier ça, d'essaimer pour que chaque acteur du territoire et même au-delà de la Savoie soit quelque part ambassadeur de ça et relaye en écho nos missions, et c'est l'enjeu de l'appel à initiative qu'on lance pour les 60 ans du parc. Alors justement, qu'est-ce que c'est ? À quoi est-ce que vous aspirez ? Une grosse fête, voilà, qu'est-ce qui est prévu ? Un anniversaire, c'est une occasion particulière, à la fois de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, mais aussi regarder un peu le passé, préparer l'avenir, de se retrouver également. Ça sert à renforcer son message aussi. Surtout. Voilà, tout à fait. Et donc l'idée, c'est bien qu'au-delà des actions que l'établissement va bien sûr organiser pour fêter son anniversaire, l'idée c'est d'associer le territoire et de l'inciter à se mobiliser et pour créer des événements pour qu'on ait tout au long de l'année 2023 des actions, des sorties, des événements qui sont labellisés 60 ans du parc parce que faisant partie de l'esprit des missions du parc et voilà, pour donner un écho, un essor encore plus fort, un point d'orgue aux missions de protection de la biodiversité et de découverte de la montagne. Donc chacun peut proposer son animation, venir vous voir et dire moi j'ai plutôt une idée de balade, une idée de petit marché, une idée de festival, une idée de tout en fait, d'expo. C'est bien ça. Donc tout à projet. C'est effectivement un appel à projet, et que ce soit des particuliers, des organisations professionnelles, des associations sont invités à nous proposer leurs projets. Voilà, on a un petit comité de sélection qui va regarder si c'est bien cohérent avec les enjeux du parc, mais je ne me fais pas de souci là-dessus. Voilà, on prendra l'essentiel de ce qui nous sera proposé. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, on ait cette constellation d'actions qui soit harmonisée, coordonnée par le parc tout au long de l'année. Financée éventuellement aussi. Alors malheureusement, malheureusement, nos finances ne nous permettent pas de financer toutes les actions. Vous avez de l'accompagnement aussi. Voilà. Alors effectivement, on aura de l'accompagnement de relais communication quand même, parce qu'on a une portée nationale, voire au-delà sur notre communication. Donc les actions locales pourront avoir un écho bien plus fort. Et puis on a aussi toutes nos équipes sur le terrain qui le font déjà, mais accompagnent les acteurs du territoire, créent des animations, s'associent à des animations, puisque voilà, le métier de garde moniteur est assez emblématique, et voilà, ça fait un petit peu rêver le visiteur. Et donc, on mettra à disposition, autant que nos moyens le permettent, nos équipes pour contribuer aux actions des porteurs de projets. Et pour le gâteau, c'est le 6 juillet 2023, c'est ça ? Tout à fait. Le 6. Voilà. On a beaucoup parlé l'an dernier aussi de cette saison blanche, plus blanche que jamais d'ailleurs, une saison d'hiver exceptionnelle au niveau des conditions d'enneigement et pas de remontée mécanique. On a beaucoup réfléchi autrement la montagne et tous les acteurs se sont réunis. Alors ici, on a justement deux acteurs, la protection de la nature et de l'environnement et de la biodiversité dans la Vanoise, l'attractivité du tourisme sur l'ensemble du département de l'Isère. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez été amenés à travailler ensemble, par exemple, à réfléchir ensemble ? Est-ce que tous ces mots qu'on a évoqués se sont traduits par des actions ? Alors effectivement, quelques précisions à apporter sur ce sujet. Il y a eu ces rencontres, ces états généraux qui sont tenus au mois de septembre dernier, de partout en France, bien sûr en Isère et dans les massifs. L'agence d'attractivité s'est saisie un petit peu de tout ça pour en faire une restitution que nous avons présentée lors d'un atelier à Mountain Planet. Donc tout le monde était présent, et de là, nous avons décidé de créer un comité de pilotage avec un comité d'orientation pour travailler avec tout le monde, toutes les parties prenantes, sur ces zones d'amélioration, ces zones de progrès. Donc les gens se parlent. Il y a une intelligence collective, donc c'est maintenant qu'il faut passer un petit peu des constats à l'acte pour prendre des décisions qui puissent nous conduire dans le cadre d'évolution. Vous voyez, je n'ai pas employé le mot transition, je parle d'évolution parce qu'effectivement la montagne 2050, oui, on est là, il y a des choses à faire, on a des garanties techniques par massif, par station, des études ont été conduites. Donc l'idée maintenant, c'est de partager tout ça avec tous les acteurs pour mettre en marche cette évolution d'un tourisme
4 saisons, toutes saisons, on parlait d'aile de saison tout à l'heure, pour montrer qu'en fait, la montagne est essentielle. On le savait, c'est un lieu de bien-être, de pleine santé, d'espace nature, toute saison. Donc maintenant, à nous à la partager et d'avoir des zones de respect. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça c'est important, et de continuer à faire preuve de pédagogie et d'éduquer les jeunes populations. Ça passe par le scolaire, ça passe aussi par les centres de vacances. Il y en a beaucoup, où il faut les classes vertes, les classes de neige, il faut absolument qu'on puisse retrouver cette plénitude en la matière, et cette année a été un petit peu plus qu'en demi-teinte, nous le savons. Les centres de vacances ont été fermés une grande partie de l'année, ce qui a pêché. Donc on va rattraper un peu le temps perdu, mais il y a une vraie volonté d'agir tous les acteurs, et on est à la manœuvre, et maintenant à nous ensemble de travailler. De travailler ensemble, c'est-à-dire les contradictions, à un moment donné, il a fallu bien faire avec et coordonner les actions les uns avec les autres. C'est pas une utopie, en fait, ça peut fonctionner. Oui, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Oui, le parc national est un atout pour la diversification du tourisme sur les 4 saisons. L'année blanche pour les stations, nous on a regardé ce qui s'est passé en ski de randonnée dans le cœur du parc, qui est déjà très fréquenté. Et effectivement, il l'a été encore plus. Donc voilà, ce qui peut apporter des tensions éventuellement avec la protection de la faune, qui est en fragilité en période hivernale. Mais quelque part, on travaille déjà avec les stations depuis plusieurs années à la protection de la biodiversité dans les domaines skiables eux-mêmes. Il y a des zones de protection. Il y a des zones de tranquillité qui sont aménagées par les domaines skiables. Il y a de la visualisation des câbles, des remontées mécaniques qui sont également faites. Oui, est-ce que le parc peut justement inciter à déconstruire? Parce qu'on sait que c'est une tendance, on enlève, parce qu'on avait beaucoup de remontées. Aujourd'hui, on est dans l'esprit de réduction pour que ce soit mieux et plus efficace, avec plus de débit et plus de respect. Oui, en effet, on contribue aux réflexions avec les domaines skiables. En fait, on apporte notre expertise. Voilà, les domaines skiables ont des démarches déjà vertueuses sur le sujet, et on apporte notre expertise. On indique les endroits qui ont plus d'enjeux vis-à-vis de la biodiversité. On a notamment des sujets avec le tétralyre en station qui peut être dérangé par des skieurs qui vont hors piste dans une zone de poudreuse. Donc voilà, désormais les domaines skiables sont très ouverts à cette discussion, parce qu'ils ont bien compris que ça pouvait être aussi un sujet de diversification, puisque tout le monde ne fait pas du ski quand on est en station, et aller découvrir qu'il y a de la biodiversité entre deux pistes, voilà, c'est aussi des choses qui peuvent mettre en valeur. Même si cette tendance existe déjà depuis bien longtemps. On se souvient notamment sur la face de Bellewaerde le passage de l'Ancoly, où il avait fallu faire complètement dévier la piste pour protéger les Ancolis sur cette zone pour les Jeux Olympiques d'Albertville à l'époque. Comme quoi, ça avance, ça se modernise, et vraisemblablement dans le bon sens, et pour tout le monde. C'est ce que je retiens ici de votre message. Laurent? Oui. Conclusion, c'est la dernière. Je vous souhaite un bon été à tout le monde, en Savoie, en Isère, en Haute-Savoie, dans la montagne. De bien profiter, de bien se reposer et recharger les batteries. Oui, voilà. Et on se retrouve en septembre pour faire le bilan de tout cela. Merci beaucoup. Je peux vous demander votre spot touristique préféré, peut-être. Il y en a tellement, j'aurais du mal. Et vos habitudes, alors hors du département, comme ça, on ne prend pas de risque. Non, pas forcément hors du département, mais sachez qu'en Isère, par exemple, le spot qui est préféré, c'est justement les espaces du château de Vizille. D'accord. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des points de fraîcheur, il y a ce plan d'eau, il y a ces arbres centenaires, des zones de pique-nique sans table, directement sur le sol, plus cet élément patrimonial d'exception. Donc je tiens à le souligner et le rappeler. Berceau de la Révolution française, donc il y a l'histoire, la culture, les activités, la fraîcheur et tout ce qui est beau pour les yeux. À vous. C'est le parc de la Vanoise. Oui, le parc de la Vanoise, et puis son sommet emblématique de la Grande Casse, duquel on a un panorama exceptionnel. Et puis voilà, donc pour cet été, toutes les équipes sont disponibles et opérationnelles pour accueillir l'ensemble des publics, familles, personnes à handicap également, grâce à nos refuges accessibles. Et donc ils sont les bienvenus pour visiter le parc national de la Vanoise en Savoie. En cette année du 60e, dont le point d'orgue sera donc le 6 juillet 2023. Merci beaucoup encore à vous d'être venu. Très très bel été. De même à toi Laurent. Merci. Et à vous. Merci encore à vous de votre fidélité. Au revoir. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.